Bonjour, merci d'être présent avec nous cet après-midi. Bienvenue. Moi, je suis Pascal, je suis atteinte de la sclérose en plaques depuis maintenant 10 ans et j'ai fait partie du comité organisateur là, de cet événement. Et aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter un sujet qui me touche et qui nous touche tous. Comme vous le savez, quand on est atteint là, d'une maladie comme celle-là qui peut s'échelonner sur plusieurs années, le futur peut être incertain. C'est plutôt difficile de prévoir pour plusieurs aspects de notre vie et c'est le cas beaucoup pour le côté financier. Puis aujourd'hui, ben, c'est ce qu'on va voir avec notre invité. On veut s'intéresser à comment on peut se préparer financièrement pour l'avenir quand on ne sait pas si on peut travailler, si on peut travailler pour combien de temps, pour s'assurer d'avoir là, évidemment l'argent qu'il nous faut pour faire face à la vie. Après la session, il y aura, après la présentation, il y aura une session là, de questions et réponses qui va avoir lieu. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, là, à les noter si vous voulez dans la section de droite là, pour quand vous y pensez, puis on pourra les noter et les poser là, par la suite. Alors, je vous présente notre conférencière aujourd'hui, c'est Sarah, qui est une spécialiste en investissement, planification financière et retraite. Elle a plus de 6 ans d'expérience dans des grandes banques canadiennes. Et son approche est assez humaine, puis elle aime bien comprendre avec empathie là, les besoins des gens pour s'assurer là, que ces services répondent bien à des situations particulières comme la nôtre. Elle est détentrice d'un baccalauréat en génie logiciel et un diplôme de cycle supérieur en administration des affaires. Et elle se concentre là, principalement sur le bien-être financier des gens et des clients. Alors, sans plus attendre, je vous présente Sarah Tavakolian. Bonjour à tous, merci d'être avec moi aujourd'hui. Mon nom est Sarah Tavakolian, je suis planificatrice financière à la Banque nationale. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les bases de finances personnelles dans le contexte MS. On commence avec quelques chiffres, quelques données ici. Donc, on voit ici qu'il y a une personne sur deux qui ne fait pas leur budget, n'est même pas capable de faire face à une dépense imprévue de 2 000 $. D'où ça vient l'importance de faire un plan personnalisé au niveau finance, puis faire le suivi de notre plan. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'annonce de bilan, on va regarder budget, on va parler un peu des épargnes, les stratégies épargne, crédit, comment on gère nos crédits, l'importance d'avoir une bonne protection d'assurance et à la fin, l'annonce d'aspects légaux et succession et la documentation légaux. Pour création, le plan match, l'importance est de savoir où on va aller, c'est quoi nos plans, c'est quoi nos projets. Quand on regarde les stats, on voit qu'un Canadien sur 3 n'a jamais mis l'argent à côté une fois qu'à la fin du mois, toutes les dépenses obligatoires sont déjà payées. Donc, nous, on va être dans la bonne catégorie 2/3 des Canadiens qui mettent l'argent à côté pour un projet spécifique. Il y a certaines pistes de réflexion quand on va commencer à planifier notre finance pour la première fois. Il faut tout d'abord poser la question pour savoir c'est quoi mes projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Qu'est-ce que je veux réaliser? C'est quoi mes objectifs de vie? Qu'est-ce qui me préoccupe? Et qu'est-ce que j'ai mis en place pour réaliser mes projets? J'ai préparé ici 11 différentes questions essentielles à se poser pour y arriver. Alors, on commence avec un plan financier. C'est quand la dernière fois que j'ai mis en place un plan financier et à quel rythme je révise mon plan financier? C'est quoi le budget que j'ai mis en place? Est-ce que je suis dans le contexte de surplus budgétaire? Comment je fais le suivi de mon budget? Combien % de mon revenu je mets à côté dans un compte épargne? Est-ce que j'arrive à mettre l'argent à côté? Et si oui, dans quel compte que j'économise mon argent? Est-ce que ce compte-là est fiscalement parlant avantageux pour moi? Est-ce que ça me donne retour d'impôt, par exemple?
Dans le contexte de planification retraite, est-ce que j'ai commencé à me préparer pour la retraite? C'est quoi mon coussin de sécurité? C'est quoi les stratégies que j'ai mis en place pour avoir une bonne coussin de sécurité? Est-ce que je suis endettée? Est-ce que j'ai un plan? Est-ce que j'ai un dette d'étudiant, un prêt étudiant? Est-ce que j'ai une hypothèque? À quel rythme que je rembourse mon endettement, mon dette? Comment que je le rembourse ça? Est-ce que je mets un compte en capital? Qu'est-ce qui protège mes actifs? Est-ce que j'ai une bonne assurance vie en place? Est-ce que j'ai une bonne assurance pour protéger mes actifs? Est-ce que j'ai mis en ordre mes documents, euh, par exemple, un testament, un mandat d'inaptitude, tout ce qui est vraiment, est-ce que j'ai bien classé? Est-ce que quelqu'un, un membre de ma famille est au courant de mon vouloir, de mon désir, qui va prendre en charge, par exemple, mon dossier au cas où je tombe invalide ou inapte même. On commence avec la notion de bilan. C'est quoi un bilan? Un bilan, c'est comme un examen annuel chez le médecin. Cette fois-ci, par rapport à votre finance. Cet exercice-là, on le fait une fois par année, à une date précise dans l'année. Comment on le fait? On liste toutes nos actifs versus toutes nos passifs pour avoir leur valeur nette. Donc, l'objectif ici est de suivre la valeur nette. Si l'année après année, on est plus riche qu'on était ou on devient un peu plus endetté pour s'assurer le suivi régulier et pour voir que notre valeur nette est vers la croissance. Tout le temps, on est sur la bonne voie. Il y a certains événements malheureux, comme vous savez très bien, qui peuvent bousculer nos rêves. Donc, parmi ça, c'est une invalidité. Malheureusement, on est dans le contexte de maladie MS. Vous savez de quoi je parle? Une maladie grave comme cancer, AVC, crise cardiaque, un décès, ça peut tout bousculer nos rêves. Donc, on regarde les chiffres, on voit qu'un Canadien sur 3 durant sa vie active tombe invalide pour une durée de plus que 3 mois. Un Canadien sur 2 développe un cancer durant sa vie. Donc, c'est important d'y réfléchir avant que l'événement malheureux nous arrive. Il faut se préparer. Il faut savoir que ça, c'est pas juste pour les voisins. Je peux tomber invalide durant ma vie active. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi le plan? C'est quoi la meilleure chose à mettre en place pour arriver à faire face à cet imprévu, à cet événement malheureux? On continue avec la nuance de fonds d'urgence. Au cas d'invalidité, vous savez, on a besoin d'aller piger dans un fonds d'urgence. Il y a 2 façons de faire. Première façon, très simple, je pense que vous savez très bien, on a besoin de l'argent dans un compte dédié pour le fonds d'urgence. Comment on fait ça? On commence toujours avec notre budget. Dans le budget qu'on fait mensuellement, une fois qu'on met les sources de revenus, toutes les dépenses, à la fin, on va voir s'il y a l'argent qui reste à la fin du mois. Si oui, parfait, on met en place un épargne systématique dans un compte CELI, par exemple. Ça peut être très pertinent pour bâtir un fonds d'urgence dans un portefeuille qui n'est pas très agressif, quelque chose de très conservateur, très prudent, mais quand même très accessible au cas où qu'on a besoin de l'argent. Donc, on laisse l'argent dedans et en même temps, notre argent, ça fait fructifier dans le marché boursier, puis ça nous donne de bons rendements. Si on est dans le contexte de déficit budgétaire, si nos dépenses sont plus que nos revenus, ici, évidemment, il faut rééquilibrer notre budget. Il faut voir c'est quoi les dépenses aléatoires qu'on peut supprimer peut-être pour rééquilibrer notre budget, pour arriver dans un contexte de surplus budgétaire et avoir un épargne systématique. Deuxième façon de faire pour bâtir un fonds d'urgence, un coussin de sécurité, c'est avoir une marge de crédit. Une marge de crédit, c'est un crédit rotatif que les institutions financières, notre banque est capable de nous octroyer pendant qu'on travaille, pendant qu'on a un revenu stable. Donc, il ne faut pas oublier, on prend toujours une marge de crédit quand on n'a pas besoin.
C'est drôle à dire comme ça, mais quand on a besoin, malheureusement, les institutions financières ne sont pas prêtes à nous octroyer, à nous donner une marge de crédit. On est trop à risque pour eux. Donc, même si on est au début de carrière, on va rencontrer notre conseiller financier. On demande une marge de crédit qui peut couvrir une dépense à peu près de 3 à 6 mois de notre dépense annuelle. Donc, au cas d'invalidité, au cas des dépenses imprévues nous arrivent, on peut aller piger dedans temporairement. La chose qui est très importante, c'est de faire attention à votre bureau de crédit. Il faut toujours gérer bien notre crédit rotatif, au moins payer les versements minimums qui est des intérêts pour ne pas avoir le code de crédit impacté par rapport à ça. Alors, on a vu deux solutions, épargne dans un compte dédié pour le fonds d'urgence et la marge de crédit. C'est quoi la meilleure chose à faire? Avoir un mix des deux, ça c'est la meilleure solution que je vous recommande de commencer à réfléchir et bâtir en fait avec votre banque, votre conseiller financier. On va parler un peu plus des stratégies épargne pour chaque projet. Donc, la meilleure chose, très facile, une méthode très simple est avoir en place un épargne systématique. Donc, une fois qu'on fait notre budget, on revient toujours à la base. Première étape, faire le budget pour savoir qu'est-ce qu'on a comme surplus budgétaire. Donc, si on peut dégager un peu de 100 $ chaque mois, ça peut aller loin dans le temps. Donc, on fait un épargne systématique. Par exemple, on reçoit nos salaires une fois ou 2 semaines. On met une fois ou 2 semaines 100 $ ou une fois par mois, ça dépend à votre rythme, dans un compte dédié pour chaque projet, soit la mise de fonds, soit la retraite, soit un coussin de sécurité, soit un voyage que vous voulez faire dans quelques années. Donc, avec l'impact des intérêts composés, vous allez voir ici l'effet qui est exponentiel ici. Ça grossit plus rapidement que si vous le mettez cet argent-là dans un compte épargne, un compte courant, un compte chèque. Donc, l'importance de savoir où vous voulez mettre votre argent, votre surplus budgétaire. Pour les gens qui ont des enfants, on voit ici les Canadiens qui sortent de l'école, ils sortent avec une dette de 27 000 $ à peu près. Ça dépend bien évidemment dans quelle province qu'on habite, ça dépend des frais de scolarité. Mais en gros, pour les gens qui ont des enfants, il y a un régime enregistré épargne-études d'après le gouvernement fédéral qui nous permet de mettre l'argent à côté pour l'éducation de notre enfant. Et les deux paliers de gouvernement, autant fédéral que provincial, ça vient nous aider, nous subventionner l'éducation de nos enfants. Donc, si vous arrivez à gérer, à mettre 2 500 $ par année, par enfant, à la naissance, en fait, on va voir un peu plus tard pourquoi je dis à la naissance, le gouvernement fédéral va subventionner 20% de ce montant-là et le gouvernement provincial, par exemple, pour quelqu'un qui habite au Québec, 10%. Donc, à la fin de l'année, c'est quand vous avez mis 750 $ de plus pour l'éducation de votre enfant. Donc, c'est très, très avantageux à prioriser ça pour les gens qui ont des enfants. On voit ici très bien à quel point c'est important de commencer à mettre l'argent à côté, ce 2 500 $ qui est à peu près 100 $ aux 2 semaines par enfant à la naissance de notre enfant. Si on le retarde, par exemple, 5 ans plus tard, mais le gap, on ne peut jamais rattraper. Donc, c'est très, très important de le commencer tôt, de gérer notre budget d'une façon optimale pour dégager un 2 500 $ pour l'éducation de notre enfant. Ici, on est dans le contexte de rendement de 3,75%, qui est dans un portefeuille équilibré, pas trop risqué, pas trop exagéré non plus. Fait que dans un portefeuille équilibré, on peut faire 70 000 $ à côté pour notre enfant. La question qui se vient en tête ici, c'est quoi la meilleure utilisation de 1 $ que je dégage comme pour épargner de l'argent? Qu'est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais un épargne? Est-ce que je rembourse mon hypothèque? Ça, c'est une question qu'il y a beaucoup de familles canadiennes qui posent la question.
Surtout, on est dans le contexte des taux d'intérêt très bas. Donc, il y a des gens qui ont la tendance de rembourser leur hypothèque le plus rapidement possible. Mais est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Ça dépend. Ça dépend dans le contexte de situation personnelle de chaque client. Donc ici, l'objectif n'est pas pour vous faire peur de beaucoup de chiffres que vous allez voir sur l'écran, mais plus pour vous démontrer que c'est faisable d'avoir une approche technique pour répondre à ces questions-là. Ici, on voit dans notre exemple, quelqu'un qui a un capital 5 000 $ à investir. Il va voir sur une durée de 10 ans, c'est quoi la meilleure chose à faire? Est-ce qu'il rembourse son hypothèque ou il fait un épargne? Quand on parle de l'épargne, vous allez voir beaucoup plus de chiffres ici. On parle de différents comptes gouvernementaux, des régimes gouvernementaux, le compte REER, le compte CELI, R3, régime épargne-études, par exemple. Ici, l'exemple est calculé pour quelqu'un qui habite au Québec ou rembourser une hypothèque. Tout de suite, on voit si on met ces 5 000 $ dans un compte REER, c'est comme on a mis 8 333,33 sous au lieu de 5 000 $. Pourquoi? À cause des avantages fiscaux, les impôts, le retour d'impôts qu'on va voir. Donc, après 10 ans, dans notre exemple, selon le taux d'imposition de notre personne, là, qui ici on a considéré, on va voir le solde accumulé net à l'échéance, qui est après 10 ans. Ces 5 000 $, ça peut devenir 9 501,89 sous si on l'avait mis sur notre REER. Deuxième meilleure utilisation, c'est la cotisation de régime épargne-études pour nos enfants. Après, on maximise notre CELI, puis à la dernière recours, on rembourse notre hypothèque. Donc, vous voyez, malgré les gens, parfois, ils pensent qu'il faut rembourser, s'en débarrasser de notre hypothèque, notre dette le plus rapidement possible. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il faut vraiment aller chercher de l'aide de notre conseiller financier, votre planificateur financier, à la banque que vous avez le compte. Donc, ces gens-là, on est là pour vous aider, pour faire cet exercice-là pour vous. Donc, vous, ce que vous devez faire, juste pour aller chercher l'aide, puis là, c'est notre job de vous aider, de vous accompagner. On va parler très brièvement de la retraite. Donc, je pense que c'est très important de voir, par exemple, les Canadiens, il y a 6 Canadiens sur 10 qui n'ont jamais cotisé sur le REER. Ça, c'est quand même important. Si vous voulez être les 4 Canadiens sur 10 qui cotisent, qui font les bonnes choses, là, je vous donne quelques trucs, quelques recommandations pour aller maximiser peut-être votre régime enregistré épargne retraite. Donc, on voit ici, première des choses à réfléchir pour préparer, pour être prêt pour une retraite à l'aise, c'est de savoir ça vient d'où vos sources de revenus à la retraite. Donc, quand on voit ici, le base, c'est vraiment le régime gouvernemental. Pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, à la retraite, à 60 ans ou à 65 ans, la plupart des gens qui commencent à retirer l'argent de ce régime gouvernemental-là, si on a assez cotisé, on peut avoir une petite pension toute notre vie. C'est le gouvernement qui nous donne cette pension-là. Ça, c'est pas très grand, donc c'est juste la base de votre source de revenus à la retraite. Après ça, c'est le régime de fonds de pension avec votre employeur. Encore une autre fois, on est dans le contexte de maladie MS, donc je sais qu'il y a des gens qui sont pas capables vraiment de continuer à travailler nécessairement ou cotiser dans le fonds de pension de leur employeur. C'est difficile, il y a beaucoup d'arrêts de maladie, beaucoup d'invalidité, donc si on n'arrive pas à maximiser notre fonds de pension parce qu'on n'a pas un emploi stable, ça devient encore plus important qu'on met en place une bonne stratégie d'épargne personnelle. Ici, on parle de notre REER, de notre CELI, de compte investissement ou des biens immobiliers, par exemple. Il y a des gens qui sont dans l'immobilier aussi. Donc, c'est encore plus important d'aller maximiser ce régime-là.
pour englober tout ça, pour protéger nos actifs, pour protéger notre famille, nos proches, c'est important d'avoir une assurance. C'est jamais assez. À combien de fois on répète, c'est jamais assez. C'est très important d'avoir une bonne assurance. Je sais que vous allez dire, ça coûte cher, c'est difficile d'avoir. On a déjà la maladie MS. Il n'y a pas beaucoup de compagnies d'assurance qui sont capables de nous assurer. Je sais tout ça, mais c'est important. C'est important d'aller chercher d'aide. Il y a des gens sur le marché, des gens, leur poste est spécialiste en sécurité financière, conseiller en sécurité financière. Ils sont là pour aller magasiner les meilleures assurances pour nous sur le marché au niveau le prix, au niveau des conditions, pour vous offrir un meilleur package. Donc, il ne faut pas être gêné pour aller demander d'aide. Ça peut coûter cher, j'en suis consciente, mais c'est important, surtout assurance invalidité. Dès le début, au début de notre carrière, il faut protéger notre revenu, il faut protéger notre salaire. Même si on tombe invalide, on sait qu'il y a l'argent qui entre, alors qu'on peut dépenser pour les besoins médicaments, pour les besoins logement ou quoi que ce soit. Après ça, dans l'âge un peu plus avancé, on parle de plus que 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça dépend un peu. L'assurance maladie grave, c'est important aussi à les demander. Ça dépend de notre génétique un peu, l'histoire dans la famille, si on est à risque ou pas. Au niveau d'assurance vie, pour les gens qui ont des enfants, pour les gens qui sont mariés, pour les gens qui ont l'hypothèque, c'est très important pour protéger nos proches après notre décès. Aller chercher la meilleure assurance vie pour protéger l'actif, par exemple, la maison que notre conjointe pour vivre après notre décès. Donc, encore une autre fois, c'est vraiment propre à chacun, à chaque situation. C'est différent d'où ça vient l'importance d'aller consulter une personne qui fait tout ça pour vous, pour vous offrir une meilleure protection assurance. Je ne suis pas juriste, mais là, on va parler un peu les aspects légaux. Surtout dans le contexte de maladie, on sait que ça peut nous arriver, on peut tomber invalide, on peut devenir inapte. C'est quoi la bonne chose à faire? Il faut gérer tout ça pendant qu'on est en santé, pendant que ça n'est pas encore nous arrivé. Alors, on commence avec peut-être donner une procuration, une simple procuration bancaire, ça peut nous dépanner vraiment dans la vie plusieurs fois, si on n'est pas dans le pays ou si on est invalide temporairement, il y a quelqu'un qui peut nous représenter, aller dans les banques ou faire quelques parcours au niveau des impôts ou avec des différents paliers gouvernements. Avoir un mandat de procuration, mandat de protection en cas d'inaptitude, c'est très important. Une fois qu'on est inapte, ça va être difficile, ça prend du temps, ça prend de l'argent pour la membre de famille pour gérer tout ça pour nous. Alors après, d'où ça vient l'importance de gérer tout ça pendant qu'on est en santé, puis on est en bonne situation pour régler tout ça avec un juriste, avec un notaire, par exemple. Puis à la fin, avoir un testament notarié, surtout pour les gens qui habitent au Québec, très important pour en fait, après notre décès, il faut qu'on pense à nos proches. Donc, c'est un sujet quand même délicat, mais je préférais de parler de ça avec vous autres aujourd'hui et mettre en ordre tous les documents pour faciliter la vie pour nos proches après soit invalidité ou un décès. En résumé, aujourd'hui, on a parlé de réfléchissez bien à vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans la vie? C'est quoi vos projets? C'est quoi vos préoccupations? On commence à faire un budget. On met les postes dans le revenu, dans les dépenses fixes. Si on se trouve dans le contexte d'endettement, comment on peut régler la situation. Si on a un surplus budgétaire, comment qu'on gère notre argent dans le meilleur compte fiscalement parlant ou selon notre plan pour faire un épargne systématique. Si vous vous souvenez bien, on a parlé de ça. Adhérer à votre régime d'employeur, régime de fonds de pension, RIER collectif, CELI collectif, c'est normalement très, très avantageux
de mettre en cotisation régulièrement pour adhérer à ce régime-là. À la fin, d'avoir une bonne protection, assurance vie, surtout dans votre tranche d'âge, c'est très important. Et mettre en ordre nos documents légaux, testament, mandat en cas d'inaptitude et une procuration. Je vous ai mis certains outils pour faciliter un peu le calcul de votre budget. Dans l'outil Mon idée, vous pouvez faire un plan personnalisé et il y a certains articles que vous pouvez aller chercher sur le site de la Banque nationale. Et à la fin, je vais rester disponible si vous avez des questions. Donc, merci beaucoup à tous. Merci, Sarah, pour ces informations fort intéressantes. Je sais que des fois, ça peut être comme beaucoup d'informations quand on parle spécifiquement de finances comme ça. Donc, on a quelques minutes, en fait, pour poser des questions là, à Sarah et elle va se joindre à nous. Puis, on va pouvoir éclairer ça ensemble. Donc, je ne sais pas si Sarah est là. Oui, bonjour Sarah. Bonjour Pascal. Merci pour les informations. C'était très intéressant, éclairant. On a des petites questions qui nous viennent. Donc, on a une question notamment qui concerne les crédits d'impôt pour personnes handicapées et le régime enregistré d'épargne invalidité. D'abord, si tu pouvais peut-être juste nous résumer un peu ces deux pour que les gens qui ne sont pas au courant sachent c'est quoi. Puis, est-ce que c'est prioritaire, disons, au REER si on est éligible là, à ces deux modes d'épargne-là? Oui, effectivement. Donc, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. En fait, tout ce qui concerne le CIPH, en fait, c'est très simple. Je vais juste commencer à expliquer un peu c'est quoi ce régime-là. C'est un régime gouvernemental que le gouvernement fédéral a mis en place pour les gens avec des invalidités. En fait, tout d'abord, première étape, c'est vraiment aller consulter votre médecin pour pour demander, en fait, remplir un formulaire. C'est un formulaire assez standard. Demander à votre médecin de le remplir pour voir si vous êtes éligible d'avoir ces crédits d'impôt-là. Une fois que vous allez avoir votre réponse, si vous êtes éligible, mais là, c'est vraiment bien recommandé d'utiliser le régime épargne invalidité pour avoir la subvention de gouvernement qui est très, très intéressant. Donc, au niveau de cotisation, il faut trouver dans votre budget c'est quoi vraiment le montant que vous pouvez cotiser pour aller chercher le maximum de subventions de gouvernement fédéral. Donc, par rapport aux priorisations soiraires ou régime épargne invalidité, en fait, j'aimerais dire vraiment c'est un ensemble de tout. Ça dépend vraiment qu'est-ce que vous cherchez parce que le régime épargne invalidité, c'est plus à long terme et tout ce que vous cotisez, le montant, c'est pas déductible d'impôt pour l'année courante. Donc, soit vous ou vos parents qui cotisent pour vous, là, ils peuvent pas vraiment déclarer dans leur déclaration de revenus chaque année. Donc, au niveau avantage fiscal, on n'est pas là à ce point-là. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment un mix de cotisation réelle si on travaille, puis on a un revenu, puis profiter le retour d'impôt peut-être pour maximiser notre régime épargne invalidité. Une autre chose à considérer, c'est vraiment, ça dépend vraiment de notre situation personnelle, comme j'ai dit. C'est quoi notre revenu annuel? Parce qu'à partir de certains seuils, le gouvernement va récupérer vraiment les subventions. Donc, on parle ici à peu près de 97 000 indexés annuellement. Là, donc, il faut aller voir c'est quoi notre situation personnelle. Puis, si en cotisant, mettons 5 000, 10 000 dans le REER, là, on peut diminuer notre revenu déclaré, on appelle le revenu rajusté là, dans la déclaration d'impôt, ça va nous aider. Donc, c'est mieux aller chercher vraiment l'aide des conseillers financiers. Je sais que ce n'est pas vraiment tous les succursales ou tous les conseillers qui font ça. Là, fait qu'à chaque institution financière, il y a certains départements. Vous pouvez aller demander plus de détails. Justement, parlant de conseillers financiers, si jamais on n'en a pas, comment on fait pour, je ne veux pas dire magasiner, là, mais pour s'assurer que le conseiller financier qui est devant nous peut vraiment répondre à nos besoins, quelles questions on doit poser pour s'assurer qu'on est bien accompagné?
Oui, effectivement, Pascal, en fait, c'est très important de trouver quelqu'un qu'on peut faire confiance parce que de plus en plus dans la planification financière ou finances personnelles dans l'industrie, on parle vraiment de finances comportementales, donc tout ce qui est vraiment la relation d'affaires. Pensez-y, là, vous voulez être en contact avec quelqu'un qui prend assez de temps pour vous écouter, pour jaser avec vous. C'est vraiment dans vos entourages, là, vous avez votre médecin, vous avez votre peut-être avocat, comptable, vous avez votre dentiste, vous devez avoir un banquier aussi que vous faites confiance, puis il est à l'écoute, il vous écoute ou elle vous écoute, puis il vous demande c'est quoi vos priorités dans la vie, c'est quoi vos plans dans la vie, qu'est-ce que vous cherchez, c'est quoi vos préoccupations euh, par rapport à la situation en fait dans la santé, volatilité de revenus, c'est pas tout à fait là dans le contexte de sclérose en plaques. Donc, il faut faire confiance à quelqu'un qui est vraiment disponible pour nous. Donc, une fois qu'on trouve cette personne-là, c'est vraiment une conversation ouverte. Autant que vous avez le droit de poser les questions là, personnelles où cette personne, normalement, il commence à parler de sa situation personnelle avec vous. Il est qui, il vient d'où, quel background. Vous aussi, vous devez sentir quand même assez à l'aise d'ouvrir puis de parler de votre situation, de vos émotions envers vraiment votre finance personnelle. Donc, après ça, ben là, c'est quoi vos priorités dans la vie? On va mettre un timeline, on va définir une stratégie pour chaque plan. Donc, je veux dire, ça doit être assez smooth comme conversation avec ces gens-là, avec nous, là, en fait, des PF ou les conseillers financières. Donc, si vous sentez, il y a un petit, faut pas être gêné, même de dire, mettons, ah ben, je connais pas trop, c'est tout à fait normal. Puis c'est vraiment à nous de vous ramener sur certains points. Donc, commencez à juste exprimer bien qu'est-ce que vous cherchez dans la relation d'affaires avec ces gens-là. Puis pour bâtir vraiment une stratégie à long terme ensemble. Et puis, justement, c'est que là, il y a beaucoup d'informations. Le monde financier, c'est pas un monde qui est facile pour tout le monde. Fait que c'est beaucoup des mots puis des chiffres. Fait que c'est visiblement quelque chose qui peut être difficile. Fait que qu'est-ce qu'on peut retenir, là? Une chose à retenir aujourd'hui là, de ce que tu as dit, qui serait, si on n'avait qu'une seule chose à retenir, là, le plus important pour nous, c'est lequel ce serait pour toi? Je dirais le buzz de finances personnelles, ça peut sembler un peu plate, mais c'est vrai, c'est vraiment le budget. Il faut faire le budget, surtout dans le contexte qu'on n'est pas sûr si notre revenu, est-ce que c'est l'année prochaine le même revenu que je vais avoir ou je vais être absent au milieu de travail pour quelques mois. Donc, faire le budget, même si on est vraiment serré parfois là, pour payer des différentes factures, payer loyer, épicerie, mais c'est important parce que comme j'avais dans un des slides, un épargne systématique, ça peut vraiment aller loin, ça peut nous ramener pour réaliser certains projets assez facilement. Parfois, on ignore 100 $, 200 $ par mois. Faites vos budgets, puis essayez de vraiment suivre votre budget chaque mois. Ça, c'est super important. Après ça, allez chercher vraiment un conseiller que vous faites confiance, que vous pouvez parler avec. Puis cette personne est vraiment disponible pour vous, pour votre santé financière. Ça aussi, il y a de valeur ajoutée vraiment dans ce service-là. C'est un service gratuit. Vous pouvez aller chercher dans votre banque. C'est disponible pour tout le monde. Merveilleux. Fait que si on résume, on fait notre budget, on s'entoure d'une personne qui est meilleure que nous, donc un conseiller financier pour nous aiguiller, puis on s'établit des objectifs clairs pour se motiver finalement à les atteindre, puis à s'assurer d'avoir un avenir financier là, qui serait opportun pour nous. Effectivement. Merveilleux. Ben, Effectivement. merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces informations. C'est très gentil. Et nous, ben, on va aller s'informer avec des nouveaux mots. On va se coucher avec des nouveaux mots financiers dans nos têtes ce soir. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Je vous dis un petit peu ce qui va se passer le restant de la soirée. Si ça vous tente, nous, dans à peu près 30 minutes, là, vers 17h30, il y a les membres du comité de jeunes adultes atteints de la sclérose en plaques de la Société canadienne de la sclérose en plaques
plaques qui vont être là, dans les groupes de discussion. Fait que vous pouvez aller jaser avec eux. Ils sont super heureux d'être là. Et puis, ils sont en fait très curieux de connaître vos préoccupations. Et vers 19h ce soir, il y aura une courte présentation sur l'alimentation et la sclérose en plaques qui va être suivie d'un petit atelier de cuisine où on va faire des brownies à base de haricots noirs. Alors, ça augure bien pour notre soirée. Merci encore, Sarah, d'avoir été là. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Et à la prochaine, tout le monde. Merci. Bye bye.